Bienvenue dans ce dernier épisode de ma série sur les défaillances techniques du MH370. On arrive enfin à la conclusion de cette série. 7 épisodes déjà publiés pour détailler une par une les différentes pannes du MH370 afin de voir où cela pouvait nous mener. Alors, je suis conscient que c'était parfois complexe à comprendre, mais j'espère que vous aurez appris des choses. Notamment des choses que l'on ne vous avait jamais expliquées jusqu'à présent sur cette affaire. Et je précise que j'ai seulement effleuré la surface de l'iceberg dans cette affaire. J'ai volontairement mis de côté certains éléments qui n'étaient pas en rapport avec le titre que j'avais donné, pour ainsi me concentrer sur des points bien précis et aller suffisamment dans le détail. Pour voir d'autres aspects de cette affaire du MH370, je vous invite à aller sur ma playlist sur YouTube qui comporte déjà pas moins de plus de 80 vidéos sur le sujet. Alors, il faut comprendre que l'on a énormément de données sur cette affaire, que ce soit des données radar, SATCOM, des recherches sous-marines, des études de dérive des débris, des études de groupes officiels, mais aussi de groupes d'enquêteurs indépendants. On a énormément d'éléments, énormément d'études. Une chose a trop souvent été négligée auprès du grand public, c'est justement cette analyse technique des pannes du MH370, ce que l'on a justement fait dans cette série. Et jusqu'à que je publie cette série, personne n'avait eu l'idée d'aborder cette affaire sous cet angle aussi détaillé. Et pourtant, comme vous avez déjà pu vous en rendre compte au fil des épisodes, tous ces éléments dont on dispose, en apparence peu utiles, si on les replace dans une étude technique, ils nous en apprennent beaucoup sur ce qui a pu se passer à bord du MH370 cette nuit du 8 mars 2014. Encore faut-il accepter ces faits. Si vous êtes là à regarder ce 8e épisode et que vous avez suivi les 7 épisodes précédents, c'est que vous avez cette volonté d'essayer de comprendre. Et je vous en félicite pour cet effort de compréhension. Car de nos jours, on est davantage dans une logique de faire un documentaire de 1 heure et considérer que c'est bon, on sait tout. Alors non, non, non et non. 1 heure pour traiter du MH370, c'est impossible de tout balayer. Et même mes 7 épisodes de cette série ne couvrent pas tous les aspects de cette affaire. Ces épisodes vous ont apporté une quantité d'informations qu'il vous a fallu appréhender, mesurer et comprendre. Mais dans quel but ? Répondre tout simplement à la question qui était posée dès le départ, la défaillance technique est-elle crédible ? Vous avez peut-être à présent une idée de la réponse à cette question, et peut-être même davantage, car en répondant à cette question, une piste se dégage dans tout ça. Une piste différente de celle que vous avez pu entendre dans les médias ou auprès de certains journalistes. Alors, on va faire la synthèse de ces enseignements, afin de mettre à plat tous les enseignements des 7 épisodes de la série. On va placer les résultats de ces analyses dans un tableau pour confronter les 2 pistes que l'on a étudiées, à savoir la défaillance technique et l'acte volontaire. On fera apparaître sur ce tableau les informations, du moins les analyses que l'on en a tirées, avec un code couleur, en considérant le rouge comme étant un élément peu probable, voire impossible, le orange qui est un élément possible mais dont on manque de preuves, et en vert, l'élément qui est le plus probable, en tout cas qu'on ne peut pas démonter. Donc sur ce tableau, on va faire apparaître progressivement tous ces éléments que l'on a, à savoir les différents épisodes qui répondent à radio, transpondeur, SATCOM, à CARS, à dépressurisation, l'incendie du fret et le fret suspect. On va commencer par la radio. On a vu que le Boeing 777 était équipé de 3 radios VHF, que 2 de ces radios, à savoir la VHF droite et la VHF centrale, disposaient de 5 sources d'alimentation différentes, et que la 3e, la VHF gauche,
disposait de 7 sources différentes, à savoir en plus donc la batterie et la rate. Avec un seul moteur en fonctionnement, on a les 3 radios qui fonctionnent. On sait que l'avion a volé 7 heures après la disparition. Donc cela signifie qu'au moins un moteur fonctionnait. Donc, conclusion, les 3 radios étaient disponibles. Par conséquent, perdre les 3 radios n'était pas une hypothèse crédible. Par contre, que l'on ait affaire à quelqu'un qui ne voulait pas parler à la radio, cela est quand même bien plus probable. Voilà pourquoi on a donc, sur la partie défaillance technique, on a un très peu probable qui est rouge, et dans l'acte volontaire, un fort probable qui est vert. On va passer au transpondeur. On a vu que le Boeing 777 est équipé de 2 transpondeurs. Que l'un des transpondeurs disposait de 5 sources d'alimentation différentes. Et que l'autre disposait de 7 sources d'alimentation différentes. À savoir donc la batterie et la rate en plus. Un peu le même principe que pour les radios. Avec un seul moteur en fonctionnement, les 2 transpondeurs étaient donc alimentés. Donc on a, comme pour les radios, on sait que l'avion a volé 7 heures après la disparition. Donc cela signifie qu'on a, là encore, au moins un moteur en fonctionnement. Donc, les 2 transpondeurs étaient disponibles. Il n'y avait pas de raison de perdre le transpondeur. Par conséquent, perdre les 2 transpondeurs n'est pas une hypothèse crédible. Par contre, on sait que le bouton du transpondeur a été manipulé dans le cockpit, car c'est la seule explication possible pour expliquer l'absence d'altitude lors de la dernière émission du transpondeur. Donc, quelqu'un a coupé volontairement le transpondeur. Et on a là une preuve suffisamment fiable et crédible pour pouvoir dire une telle chose. On passe maintenant au SATCOM. Si l'on arrive à expliquer la coupure du SATCOM par la perte d'alimentation du bus Left Main AC, expliquer que celui-ci reste coupé pendant 1 heure est difficilement explicable. On sait que la reconnexion du SATCOM dans le détroit de Malacca est la conséquence d'une récupération de l'alimentation électrique, du moins d'une restauration de l'alimentation électrique. Mais on a l'absence du Flight ID lors de cette reconnexion qui vient nous donner un indice capital. Patrick Blely et Jean-Luc Marchand ont démontré qu'il n'y avait aucune raison que ce Flight ID soit perdu, car il était stocké dans les AIMS, et que les AIMS restaient alimentés même par la batterie et la rate. La seule explication étant donc une action volontaire dans les menus du COM manager de l'avion. Là encore, on est dans le cas d'un acte volontaire qui tendrait justement à faire disparaître l'avion des réseaux. La CARS. Lorsque le SATCOM s'est reconnecté, la CARS aurait dû reprendre l'envoi de messages de position toutes les 30 minutes. Or, ça n'a pas été le cas. Patrick Blely et Jean-Luc Marchand ont démontré que la CARS, comme le Flight ID, fonctionne au sein des AIMS et que ceux-ci restaient alimentés même par la batterie et même par la rate. La seule explication est donc une action volontaire, là encore dans les menus de l'avion, dont la seule raison serait d'empêcher la CARS d'envoyer la position de l'avion. On passe à présent à la dépressurisation. On sait que le système IFE s'est bien enregistré sur le réseau Inmarsat lors de la reconnexion. Cependant, il n'y a eu aucune activité en cabine ensuite. On a donc 2 possibilités. Soit il y a bien eu une dépressurisation et plus personne n'était vivant à la reconnexion du SATCOM. Soit quelqu'un a touché au bouton IFE dans le cockpit pour empêcher les passagers de communiquer vers l'extérieur. Toutefois, comme on en était arrivé à la conclusion, il n'était pas possible de prouver qu'il y avait bien eu une dépressurisation à bord du MH370 et que celle-ci pouvait très bien être accidentelle
mais aussi volontaire. Cependant, l'avion ayant effectué des changements de cap plusieurs fois dans l'heure qui a suivi sa disparition, on peut en déduire qu'il y avait bien quelqu'un aux commandes. Et cette personne n'a jamais tenté de contacter le contrôle aérien par radio. Donc, si on a quelqu'un qui est présent dans le cockpit, ça veut dire que cette personne pilote l'avion. Donc on pourrait se dire qu'il n'y a pas de dépressurisation. Ben, ce n'est pas si évident que ça. Il peut très bien y avoir une dépressurisation volontaire, mais la personne dans le cockpit est toujours disponible avec des masques à oxygène, on l'a vu, qui permettent d'avoir une autonomie de plusieurs vingtaines d'heures et donc de piloter l'avion en dépressurisant la cabine passager. Donc là encore, l'acte volontaire, il est tout à fait possible, mais soyons honnêtes, sur ce point de la dépressurisation, il nous manque des éléments pour pouvoir le prouver, cet acte volontaire. L'incendie du fret. On dit la seule cargaison pouvant représenter un risque était les batteries au lithium de Motorola. Toutefois, un élément ne permet pas de suspecter le moindre incendie à bord. L'avion a continué à voler pendant 7 heures. Ça n'est pas possible de continuer à voler pendant 7 heures avec un incendie à bord. Soyons logiques. On a une cabine, du moins les matériaux du fuselage, qui sont très fins, qui n'auraient pas résisté pour un incendie pendant plusieurs heures. Donc soyons honnêtes, l'incendie dans la soute ne colle pas. Le fret suspect, comme on a pu le voir, rien ne permet de suspecter qu'il y ait eu quoi que ce soit d'inhabituel avec le fret. Pas de cargaison suspecte, les insinuations géopolitiques reposent sur rien de tangible, mais seulement sur des faits divers reliés entre eux afin de laisser penser que la disparition du MH370 répondait à quelque chose de bien plus sensationnel. Et le public aime les histoires sensationnelles et est donc réceptif à ces rumeurs. Toutefois, cela profite à certains. Laisser entendre que l'avion a pu être abattu est une façon de combler un vide. Le vide, justement, laissé par des pièces du puzzle que l'on ne connaît pas. Il nous manque des pièces de ce puzzle, il faut bien être conscient de ça. C'est justement le propre des théories complotistes que de combler les vides quand les explications ne convainquent pas. Mais à aucun moment, ces personnes ont pris le temps de faire un travail d'enquête soigné pour tenter de voir jusqu'où certains indices pouvaient mener, ou même accepter de voir la réalité en face. Et cette réalité, eh bien, elle éclate de manière évidente à la lueur de ce tableau. On observe que dans toutes les parties concernant la défaillance technique, on n'a que du rouge dans cette colonne. Et dans l'acte volontaire, dans cette colonne, on n'a que du vert, à l'exception de un orange. J'ai envie de vous dire, la conclusion, elle est sans appel. Il est évident que c'est l'acte volontaire qui est en capacité de cocher toutes les cases. Si les choses sont aussi évidentes, pourquoi cette piste de l'acte volontaire n'est-elle pas autant relayée par les médias ? Ce qui est assez surprenant, c'est de voir la façon dont l'affaire du MH370 est traitée dans les médias, et ce, au niveau international. Dans les pays anglo-saxons, qui ont une vision généralement plus scientifique et plus pragmatique qu'en France, on remarque que cette piste est assez répandue et qu'elle est assez vite apparue justement, et qu'elle reste sur la table encore aujourd'hui. Alors qu'en France, où on a une approche certainement plus littéraire, eh bien cet aspect technique et scientifique est beaucoup moins présent. Et je pense qu'il faut y voir là un aspect davantage culturel, mais pas seulement. En France, les médias ont principalement accordé la parole à deux personnes, Florence de Changy et Ghislain Watrelot. Florence de Changy qui a publié 2 ouvrages sur le sujet. Un gage de crédibilité pour certains, et pourtant, il y a tellement de choses à corriger et à nuancer dans ses travaux. Particulièrement son 2e ouvrage. Je vous renvoie vers pas mal de vidéos que j'ai faites sur son livre et sur les affirmations qu'elle peut dire dans les médias. Ensuite, on a Ghislain Watrelot, qui a malheureusement perdu sa femme et 2 de ses enfants dans cet avion.
Si je suis très critique et intransigeant avec Florence de Changy, du fait de son statut de journaliste, je le suis beaucoup moins avec Guillain. Ce qu'il a traversé, personne n'aimerait le vivre. Le monde s'est complètement écroulé sous ses pieds en ce 8 mars 2014. Beaucoup de personnes l'ont contacté. Certains pour l'aider, comme moi, d'autres pour des raisons moins enviables. Et je comprends qu'il soit très difficile pour lui de savoir à qui se fier dans tout ça. Vaut-il mieux croire à une journaliste qui a enquêté sur l'affaire plutôt qu'à un contrôleur aérien ayant un passé militaire comme moi, surtout quand certaines personnes laissent entendre qu'une action militaire pourrait être responsable de la disparition de cet avion et donc de sa famille? Je peux comprendre. Mais ne faut-il pas composer avec les compétences et l'expertise de personnes dont l'aviation est leur domaine? Et quand je dis cela, je ne le dis pas pour moi uniquement, mais aussi pour Patrick Blely, ancien pilote de ligne, et Jean-Luc Marchand, ancien spécialiste en télécommunications et en radar. Qui, entre un professionnel de l'aéronautique et une journaliste en géopolitique, est plus légitime pour aborder les sujets aéronautiques? Car le MH370, c'est avant tout un sujet aéronautique. Et cette série documentaire a pour but de vous démontrer que l'enquête aéronautique a toute sa place dans cette affaire, si tant est que l'on aborde l'affaire par le bon bout. Les journalistes sont-ils légitimes pour prétendre savoir mieux que des professionnels de l'aérien ce qui a pu arriver au MH370 ? Mais j'ai eu l'occasion de travailler à plusieurs reprises avec des équipes de journalistes ces 10 dernières années sur cette affaire. J'ai tenté de leur démontrer ces aspects techniques, mais certains n'ont jamais voulu adhérer, préférant croire Florence de Changy. Faut-il y voir une fraternité journalistique pour une personne de leur milieu ? C'est possible. Il faut reconnaître que l'argumentaire de Florence de Changy est bien rodé pour convaincre que tout ce qu'elle dit se tient. Mais moi, ça ne me trompe pas. Pourquoi ? Parce que je ne suis jamais parti avec une idée préconçue dans cette affaire. Bien au contraire, dans mes analyses techniques, je me suis toujours efforcé de trouver une piste technique qui pouvait correspondre, qu'on pouvait expliquer. Et j'ai toujours fini par me heurter à une évidence. L'acte volontaire était la seule piste qui pouvait expliquer tout. Et je pense que ce tableau que l'on a là vous le démontre de manière on ne peut plus évidente. Mais le plus important dans cette affaire, c'est d'expliquer les faits. Or, il est trop facile de dire « les faits ne correspondent pas à ce que je pense, donc je les considère comme fabriqués ou inventés ». Parce que c'est ce que fait Florence de Changy. Les dernières déclarations de Florence de Changy sur le plateau de BFM TV où j'étais présent, sur la reprise des recherches possibles, n'échappent pas à cette règle. Oui, donc la reprise des recherches, c'est un concept qui est intéressant. Moi, comme je vous dis, je suis certaine que l'avion n'est pas dans l'océan Indien, donc à la limite, je ne demande pas mieux qu'on y retourne et qu'une fois pour toutes, on finisse par dire bon, alors on ne l'a vraiment pas trouvé parce que cette fois-ci, ça fait 4 fois qu'on nous dit non, mais là, la dernière fois, on s'est trompé, maintenant on va aller là, etc. Ce qui est très important de garder à l'esprit, grâce notamment à l'expérience de la F447, c'est que ce qu'il faut trouver, ce n'est pas 1 ou 2 débris trophées, parce qu'on serait capable, vu l'ampleur de la manipulation qu'il y a eu autour de cette affaire, on serait capable de nous sortir un moteur, même une boîte noire. Je suis d'accord, de toute façon, les boîtes noires n'apporteront quasiment rien à la solution de cette énigme. Voire un gros morceau de fuselage, ce n'est pas ça qu'on cherche. Ce qu'on cherche, et la seule chose qui sera crédible, c'est de retrouver le champ de débris. Et le champ de débris, il présentera au moins entre 50 et 90% de l'avion. Et ça, ce n'est pas reconstituable au fond de l'océan. Et c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Le champ de débris, dans le 447, il faisait à peu près 1 km² à 5000 mètres de profondeur. Ici, on est dans des profondeurs semblables. Et donc, c'est ça qu'il faut qu'on cherche. Et c'est ça qu'il faut qu'on retrouve. Et ce n'est que si on retrouve le champ de débris qu'on pourra dire « Ah oui, effectivement, le MH370 s'est bien craché dans l'océan Indien. » Et on ne le retrouvera pas. Comme elle le dit, elle laisse entendre que l'on pourrait justement remonter des pièces isolées sans trouver l'épave pour clamer que l'on a retrouvé l'avion. Soyons sérieux. Si on trouve un moteur, l'avion est forcément dans les parages et les alentours
vont ainsi méthodiquement être cartographiées pour trouver la totalité de l'épave. Pour elle, on ne retrouvera pas le champ de débris. Bref, elle prépare les consciences et ses partisans à cette éventualité. En clair, si les prochaines recherches sont encore un échec, ça veut dire qu'elle aurait raison. Les choses ne sont pas aussi simples, car cela dépendra de la zone choisie et des hypothèses retenues. Et cela fera l'objet d'une vidéo prochainement pour expliquer toutes les zones qui sont évoquées, ou du moins supposées être recherchées dans la prochaine phase de recherche, puisqu'à la date où j'enregistre cette vidéo, vendredi 20 décembre, on vient tout juste d'apprendre que les Malaisiens ont donné leur feu vert pour la reprise des recherches. Alors ça ne nous dit pas quand, ni où précisément, mais déjà on avance. Pendant des années, je suis resté relativement discret face à certaines de ces théories jusqu'à l'apparition du deuxième livre de Florence de Changy, et ensuite également la série Netflix. Parce que c'est tout simplement une chose qui m'avait révolté. Sous couvert de dénoncer une désinformation à grande échelle, bien Florence de Changy usait elle-même d'une désinformation, et à un niveau international, puisque son livre est apparu en français, mais aussi en anglais. Voilà pourquoi je me suis lancé dans cette croisade à son encontre, non pas pour m'attaquer directement à elle, mais à sa façon de traiter le sujet, de déformer des faits, de modifier des phrases de rapports officiels, de retenir une phrase d'un rapport, mais de ne pas évoquer que celle juste avant venait contredire ce qu'elle disait. Une enquête ne se résume pas à prendre les faits qui nous arrangent et à balayer les autres parce qu'ils ne correspondent pas à ce que l'on pense. Ça n'est pas de cette manière que l'on doit mener une enquête. On prend les faits, on essaie de les décrypter, de les relier entre eux, sur la base de connaissances solides et sans ambiguïté. Et c'est pourquoi j'ai fait cette série documentaire de cette manière. Se baser sur les vrais manuels de Boeing, les vrais manuels de l'avion, c'est une façon de se raccrocher à des bases solides qui, si on les interprète correctement, offrent une méthodologie difficilement critiquable. Peut-être que des pilotes de ligne, et notamment qui connaissent bien le Boeing 777, qui sont pointilleux, y trouveront des petites imperfections dans mes vidéos. Mais aucun, et ça j'en suis convaincu, ne pourra contester les analyses qui en découlent. Alors avant que Florence de Changy vienne me dire que je me trompe, il y a de l'eau qui va couler sous les ponts. Nous ne sommes en fait qu'une poignée en France à avoir une connaissance aussi globale de l'affaire. La seule autre personne que j'ai rencontrée depuis tout ce temps qui maîtrise le sujet aussi bien et même mieux que moi, je vais être honnête, c'est Patrick Bléhy. Et je peux vous dire que vous avez intérêt à vous lever de bonne heure si vous voulez le mettre en difficulté sur ce point-là. Bon courage. Afin de rétablir les faits, il fallait d'abord éveiller les consciences. Montrer que le travail d'enquête de Florence de Changy était plus que lacunaire, et cela avec pédagogie quand même. Il ne s'agit pas seulement de dire « je ne suis pas d'accord ». Il faut dire « pourquoi » et démontrer le caractère mensonger de certaines affirmations. L'exercice n'est pas évident, car il se heurte rapidement à des personnes qui ont été convaincues de ces théories et qui sont persuadées de savoir la vérité, parce qu'ils ont lu le livre de Florence de Changy. Et ces personnes ne se privent pas de vous dire que vous n'y connaissez rien, ou que, parce que vous avez été militaire par le passé, vous faites partie de ce complot et que votre mission est que la vérité reste bien cachée en tentant de discréditer Florence de Changy. C'est tellement propre à la société d'aujourd'hui de se considérer un expert en regardant un documentaire sur Internet ou en lisant simplement un livre. Mais ces personnes n'ont aucune idée du temps que Patrick, Jean-Luc et moi-même avons pu passer et continuons à passer sur ce dossier. Ces personnes ne comprennent pas que la seule volonté qui nous anime est de connaître la vérité. Et on est conscient qu'on ne récoltera pas de gloire, car on sait très bien que certains s'en attribueront les lauriers auprès des médias dès qu'on retrouvera l'avion. La gloire n'est pas et n'a jamais été notre objectif. Notre objectif est que les familles des disparus sachent enfin ce qui a pu arriver à leurs proches, parce qu'on veut qu'elles puissent enfin faire leur deuil. Et accessoirement, je dois dire que cette enquête m'a amené à découvrir et à apprendre énormément de choses,
que ce soit dans le fonctionnement de l'avion, dans la façon avec laquelle un avion est conçu, le fonctionnement des radars, les moyens de recherche sous-marine, les aspects réglementaires. Cette enquête a été et continue à être extrêmement instructive. Mon livre en 2017 était déjà une façon de partager toutes ces connaissances. Connaissances que je continue à partager dans mes vidéos sur ma chaîne YouTube comme je le fais ici. Et ce, gratuitement puisque je précise que je ne monétise pas mes vidéos. Par conséquent, tout le temps que je passe à les préparer, à les monter, c'est sur mon temps libre et je ne touche absolument aucun argent pour cela. J'ai toujours considéré que le meilleur moyen de combattre toutes ces théories farfelues, c'est en instruisant le public, notamment en montrant au public comment certains systèmes de l'avion fonctionnent. Alors certes, c'est parfois technique et un peu difficile à comprendre, mais je ne suis pas issu d'une grande école d'ingénieur. Et pourtant, j'ai fini par comprendre tout cela, alors je l'explique peut-être avec une logique plus simple pour qu'elle soit comprise par un plus grand nombre. Et je vous prie de croire que ça n'est pas toujours chose aisée d'expliquer des points très techniques. La méthode est extrêmement importante dans tout ça. La série Netflix a aussi été un tournant dans ma façon d'aborder cette affaire sur ma chaîne YouTube. Voir les théories farfelues de Florence de Changy être diffusées au niveau mondial n'a pas éveillé en moi une forme de jalousie comme certains ont pu me le reprocher. C'est plutôt le fait qu'aucune enquête sérieuse n'est venue contrebalancer cela. Que ce soit dans la série Netflix elle-même, mais aussi par d'autres journalistes, à quelques exceptions près. Cette série documentaire est aussi une réponse à Netflix. Certes, bien moins qualitative dans son montage, je ne suis qu'un amateur, mais j'en suis convaincu, elle est bien plus qualitative en ce qui concerne son contenu. Je citerai deux exceptions dans ce milieu journalistique. Simon Viguier, en 2022, a sorti une petite série documentaire MH370, l'impossible disparition. Et c'est l'un des rares journalistes de grands médias à ne pas être tombé dans le panneau de Florence de Changy, et avoir même montré des personnes dans le documentaire qui s'opposaient à ces dires. J'ai d'ailleurs eu vent de manière officieuse que quand elle a su qu'elle était contredite dans le documentaire, elle aurait fait un scandale en coulisses pour que le documentaire soit corrigé ou retiré. Et la production n'a visiblement pas cédé, et heureusement. Et encore, je trouve que la façon dont cela avait été fait dans le documentaire était très habile et très subtile, sans pour autant que ça vienne porter atteinte à sa personne. Un autre journaliste, ou je dirais plutôt youtubeur, Vincent Heidelberg, créateur de la chaîne Stardust sur YouTube, a aussi fait une vidéo de 35 minutes sur le MH370. J'ai longuement discuté avec lui pour lui expliquer bon nombre d'aspects de cette affaire, et il faut reconnaître qu'il a pris le temps avant de faire sa vidéo, revenant vers moi à plusieurs reprises pour tenter de comprendre certains points un peu complexes, mais également avec Patrick Blély, avec Jean-Luc Marchand. Bref, il a fait l'effort de comprendre avant de faire sa vidéo. Si sa vidéo ne se mouille pas trop sur certains points, il a su garder une vision sérieuse et rationnelle de l'affaire sans tomber dans les travers de certains, alors même qu'il avait pu échanger également directement avec Florence de Changy. Bref, je salue le travail de ces deux personnes qui, dans le paysage médiatique français, est assez rare. Pas comme l'équipe de complément d'enquête avec qui j'avais passé une bonne dizaine d'heures pour au final qu'ils viennent me dire avant la publication du documentaire qu'ils avaient fait le choix de ne pas garder mon interview au motif que je n'étais pas assez accusateur envers la Malaisie. Oui, vous avez bien entendu. Je n'étais pas assez accusateur envers la Malaisie. Alors personnellement, je me fiche de passer à la télévision. Mais à plusieurs reprises, pendant l'interview de complément d'enquête, des questions orientées avaient pour but de me faire dire ce qu'ils avaient envie d'entendre pour accabler la Malaisie. Et j'avais dû me fâcher un peu devant leur insistance à me poser plusieurs fois la même question, mais de manière différente à chaque fois. Avoir une idée préconçue, ou une ligne éditorialiste pour faire du buzz, ou faire plaisir à une journaliste, ça n'est pas ce que j'appellerais du journalisme d'investigation. Et le milieu journalistique français est souvent décevant sur ce point. Je parle ici des médias principalement audiovisuels et moins de la presse écrite qui s'avère moins sujette à cette tendance sur le MH370.
Mais il faut reconnaître que ce qui attire le public, c'est surtout la télé, plus que la presse écrite aujourd'hui. C'est pour ça que je publie davantage aujourd'hui de vidéos sur YouTube, parce qu'on touche un public qui est différent. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, Florence de Changy refuse catégoriquement de débattre avec moi. J'ai mis en lumière toutes ces incohérences et ces erreurs, au point qu'elle a finalement même avoué dans un média, comme nous l'avons vu dans l'épisode 7, 2 ans plus tard, que la piste de l'avion abattu était une ligne directrice de son éditeur et qu'elle ne pensait pas que ça soit arrivé. Mais le mal était déjà fait. Pourtant, elle continue à en parler dans les médias encore aujourd'hui comme si c'était sa théorie et non celle de son éditeur. Cette soi-disant pression éditorialiste, j'en doute fortement en ce qui la concerne. Je l'ai vécu de mon côté, cette pression éditorialiste, pour mon premier livre, où mon éditeur voulait que je sois un peu plus polémique. Sauf que je suis toujours resté fidèle à mes principes. Mon objectif est d'informer factuellement et corriger ce qui peut se dire dans cette affaire. Mon arme, c'est la pédagogie. Et je suis toujours resté constant dans mes propos. Ma vision de cette affaire après mes travaux a très peu varié. J'ai passé plus d'1 an avant de m'exprimer dessus pour être certain d'avoir une analyse suffisamment construite et argumentée. Et je n'ai jamais changé ma conclusion qui a toujours été que c'était un acte volontaire. Or, c'est justement ce manque de constance dans les médias au fil des années que je reproche à certains acteurs de cette affaire, et tout particulièrement Jeff Wise, qui n'est pas en reste non plus. Alors oui, lui, il a tout dit sur cette affaire, tout est son contraire. Il a parlé de quasiment tous les scénarios, changeant régulièrement de version. Bref, aujourd'hui, on ne sait même plus du tout ce qu'il pense. Maintenant, il publie de nombreuses vidéos YouTube où il pousse pour reprendre les recherches alors qu'il a affirmé que l'avion était au Kazakhstan, donc à l'opposé. Bref, on ne peut pas faire plus hypocrite. Je n'ai aucun doute que le jour où l'on retrouvera l'avion et qu'on saura ce qui s'est passé, il sera là pour dire « Je vous l'avais dit, j'avais raison ». Oui mon gars, mais t'as dit tellement de bêtises aussi dessus. Bref, cette série documentaire que j'ai réalisée ici est en réponse à ces journalistes peu professionnels dont le but est de faire le buzz, soit pour vendre des livres, soit pour avoir plus de vues sur YouTube. Ou encore, en réponse aussi à Benoît Bringer. Petit message également pour lui. Le réalisateur de la série MH370, La vérité absolue, qui était paru sur France 2 en 2024, qui n'a pas hésité à faire censurer ma vidéo qui critiquait sa série pour motif, je cite, d'atteinte aux droits d'auteur, juste parce qu'il y avait des captures d'images de sa série pour montrer de quoi je parlais et de quelle partie je parlais dans la série. Nul doute que si mon appréciation avait été positive, il ne l'aurait pas fait. Monsieur Bringer, si vous regardez la totalité de la série que je viens de publier ici sur les défaillances du MH370, vous comprendrez peut-être que vous êtes passé à côté de choses tellement évidentes. Au travers de cette série documentaire, le but était de montrer qu'il y a d'autres personnes qui ont une approche très différente de cette affaire et qui travaillent à partir de documents sérieux pour tenter de comprendre ce qu'il s'est passé. Des personnes qui ne sont pas partie d'une théorie préconçue, mais qui arrive à une théorie sur la base d'une analyse rigoureuse basée sur un travail personnel et non des « on m'a dit que ». L'affaire du MH370 mérite mieux que ces journalistes. Les familles des disparus méritent mieux que des théories de personnes qui cherchent à s'enrichir ou à se faire une réputation sur leur dos. Les familles méritent tout simplement des réponses. Elles méritent la vérité. Et la vérité, eh bien, elle est contenue dans ce tableau. Vous pouvez tout faire pour ne pas vouloir la voir, mais elle est là, sous nos yeux, depuis le début. Tout ce que j'ai fait au cours de ces 8 épisodes, c'est de vous la mettre en lumière de manière argumentée et pragmatique. Alors certains diront que j'accuse le pilote sans preuve, que c'est insultant pour sa mémoire et sa famille. Ce que j'affirme depuis longtemps, je n'ai pas hésité à le dire sur le plateau de BFM TV en 2024. Ce qui est évident, c'est qu'on a affaire à quelqu'un qui sait piloter. Déjà pour plusieurs raisons. Le demi-tour de l'avion, il est fait manuellement. Un virage qui est fait de nuit,
à haute altitude. Je pense que Jean Serra peut l'attester. C'est pas n'importe qui peut le faire. Il y a des systèmes qui sont coupés également, qui nécessitent de très bien connaître les systèmes de l'avion. Et ça aussi, ça limite quand même le nombre de personnes à bord capables de le faire. Je ne vais pas savoir pour quelle raison cette personne a pu détourner cet avion, mais on a suffisamment d'éléments qui permettent de dire qu'on a quelqu'un qui connaît très bien l'avion, qui a des notions de pilotage. Que les choses soient claires, il est de ma responsabilité de mettre ces éléments sur la table, que cela plaise ou non. Il ne m'appartient pas de commenter les raisons qui auraient pu amener cette personne à commettre un tel acte. Là, on tomberait dans le psychologique, et je ne suis pas psychologue. La psychologie n'est pas une science exacte. Le fonctionnement d'un avion, que l'on tire des vrais manuels, est une science bien plus prévisible et plus fiable. Par conséquent, mon travail s'arrête là. Et pour ce qui est de la famille du pilote, celle-ci, j'insiste bien, est aussi une victime dans cette affaire. Elle a perdu un être cher dans cette disparition. Un mari, un père, au même titre que les autres familles des passagers et autres membres de l'équipage. Est-ce que la famille en sait davantage ? C'est probable, mais l'on doit respecter leur douleur, car elles ne sont pas responsables de ce qui est arrivé. Cette décision de passer à l'acte ne regarde que son auteur, et cette famille a tout autant droit à des réponses, même si celles-ci peuvent être difficiles à accepter. Les réponses à certaines de nos questions sont enfouies au fond de l'océan Indien. Tant qu'on n'aura pas retrouvé l'avion, les théories continueront à s'affronter et les familles continueront à en souffrir. Alors j'espère du plus profond du cœur que les Malaisiens auront le courage de relancer les recherches dans l'intérêt des familles et plus largement de la sécurité aérienne. On s'en approche, le feu vert a été donné, comme on le sait aujourd'hui, mais on attend des actes, on attend que les recherches reprennent matériellement et que l'on puisse trouver cet avion, que l'on puisse répondre aux questions et que l'on puisse enfin permettre à toutes ces familles, des 239 personnes à bord, que ce soit l'auteur, que ce soit les passagers, mais qu'elles puissent faire enfin leur deuil et qu'on sache enfin la vérité.